sommes en live actuellement pour ce webinaire sur l'utilité de la blockchain en matière de preuve. N'hésitez pas à interagir dans le chat pour nous dire si tout est bon au niveau du son, si vous nous entendez, si vous nous voyez. Super, super. On va attendre quelques instants pour laisser un petit peu du temps aux participants pour rejoindre ce webinaire. Bonjour, bonjour à tous. Et j'en profite pour remercier Pierre et la Robe Numérique d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité à partager un peu nos recherches, nos avancées, notre projet, etc. Merci Pierre. C'est un plaisir, Hugo, c'est un plaisir. Pendant qu'on attend un petit peu que les personnes se connectent, j'en profite pour poser une petite question au chat. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà un petit peu familiers avec les questions de la blockchain? Alors, je sais de source sûre que certains le sont, mais on va essayer de faire un petit inventaire. Plutôt, mais à travers les technologies crypto, pas trop. Oui. Ah, pour vous rassurer, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails les plus techniques. Hein. L'idée, bien évidemment, de faire un genre d'overview. Oui, depuis 1 an, je pense qu'on a des experts. Je vais attendre encore une petite minute et nous pourrons démarrer. J'en profite pour ce court interlude pour vous proposer à tous de suivre la Robe Numérique et Prosoon sur les réseaux sociaux. Côté la Robe Numérique, on fait beaucoup de sensibilisation, de vulgarisation de diverses notions en rapport avec le droit du numérique et le numérique en général, notamment via des infographies, via des webinaires évidemment, et avec des articles un petit peu plus poussés sur notre blog. Il y a aussi notre podcast, La Robe Numérique, animé par une de nos fondatrices, Maître Labruyère, Oriana Labruyère, avocate au barreau de Paris, qui parle un petit peu de solutions de French Tech, car vous le savez peut-être, c'est dans l'air du temps, mais il y a beaucoup de volonté pour reprendre un petit peu la main sur la souveraineté numérique. Et si vous manquez un petit peu de connaissances sur les solutions potentielles qui existent en la matière, ça peut être une belle source d'informations pour vous. Super podcast, tout à fait, je suis bien d'accord. J'en profite aussi pour rebondir là-dessus. On n'aura pas le temps de forcément tout présenter sur Prosoon ou sur les concepts de systèmes décentralisés. Donc, si certaines personnes veulent plus de précision, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous et on se fera un plaisir d'échanger et d'imaginer des synergies. Je pense qu'on va démarrer, mon cher Hugo. Alors, rebonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'utilité de la blockchain en matière de preuve. Vous voyez le support, je crois. Oui, c'est parfait. Alors, on va pouvoir démarrer. Comme je disais, c'est un aperçu rapide. On va pas rentrer dans le trop technique, car en 1 heure, on n'aurait pas le temps de toute façon. Et pour bien cerner toutes les spécificités, ça demande quand même un petit peu de formation sur certains points. Je suis Pierre-Étienne Girondière, consultant pour la Robe Numérique, cabinet de conseil en protection des données personnelles. Et je reçois donc Hugo Spies. Hugo, je te laisse te présenter. Voilà, bonjour, donc Hugo Spies, merci encore pour l'invitation. Donc, moi, j'ai découvert la techno en 2015-2016 et je me suis lancé dans ce projet entrepreneurial en 2018. On a créé la société en 2020 et c'est vrai qu'on aborde pas mal de sujets liés à l'ancrage de données certifiées et à la souveraineté numérique, donc aux preuves liées à l'identité. Voilà, et je suis très content de pouvoir partager un peu toutes ces avancées, toutes ces recherches avec vous. Écoute, c'est super. Je vais introduire brièvement les sujets que nous allons aborder pendant ce webinaire. Tout d'abord, on va aborder les aspects techniques de la blockchain, comment ça marche et pourquoi. Ensuite, on verra un petit peu la preuve en droit français et le droit positif qui encadre la signature électronique. La signature électronique a sous beaucoup d'aspects des rapports
très étroit avec la blockchain, ou plutôt devrais-je dire avec le futur de la blockchain. Petite partie prospective ensuite sur le traitement par le législateur de la blockchain en tant qu'élément de preuve. Et enfin, Hugo nous parlera un petit peu plus en détail de Prosoon pour vous montrer ce qu'on peut faire en matière de certification pour la blockchain. Hugo, c'est à toi. Parfait. Alors, bon, j'ai vu dans le chat qu'il y avait certaines personnes qui étaient familières avec la techno. Je vais sûrement enfoncer pas mal de portes ouvertes, mais je pense que c'est important de revenir aux fondamentaux parce que des fois, la blockchain, elle est assimilée effectivement aux crypto-actifs, crypto-monnaie, même si ça devient un gros mot de parler de crypto-monnaie. Mais c'est bien plus qu'un en fait, un outil d'échange de crypto-actifs et de spéculation. Au départ, c'est surtout une volonté presque philosophique, j'ai envie de dire, à ce que les utilisateurs, puisqu'on est tous aujourd'hui digitalisés, hein, donc à ce que les utilisateurs du numérique retrouvent un certain contrôle sur les données qui sont à eux, c'est-à-dire des actifs, mais également les données personnelles. Et donc, ben, on a surtout vu Bitcoin arriver. Bitcoin qui est une blockchain, qui est aussi un token, hein, donc c'est deux choses qu'il faut différencier, le jeton numérique et la blockchain, l'infrastructure. Puis derrière Ethereum, mais c'est des cas d'usage qui sont quand même assez différents. Donc en termes de définition, ben, la blockchain, c'est avant tout un registre de transactions infalsifiable, infalsifiable et décentralisé, distribué. On parle aussi de DLT, Distributive Ledger Technology. Donc la décentralisation, elle a plusieurs gros avantages en fait, hein. C'est qu'aujourd'hui, quand on interagit avec des plateformes, souvent on émet des données vers un serveur centralisé. Et l'administrateur de ces données peut très bien aller rechercher cette donnée, l'effacer, la modifier, l'exploiter. Donc la corruption est assez facile, malheureusement, et c'est aussi ce sont des systèmes qui sont assez vulnérables aux cyberattaques. Et on a vu ces dernières années pas mal de problématiques liées au hacking et aux cyberattaques. La décentralisation, elle permet de répliquer ce registre de transactions de manière distribuée. Et du coup, pour attaquer de la donnée qui est sur la blockchain, il faudrait réussir à hacker tous les serveurs en même temps. Donc, on imagine bien qu'en termes de cybersécurité et de robustesse, il y a un énorme pas en avant qui est fait. Et c'est avant tout de la preuve numérique. Parce qu'en fait, si demain, j'émets un bitcoin à Pierre, cette transaction, elle sera inscrite dans le marbre. Personne ne pourra la modifier. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle le pair à pair, c'est-à-dire qu'on s'émancipe de tiers de confiance qui viendront valider cette transaction. Avec plaisir, envoie-moi un Bitcoin. Ce ne sera pas pour tout de suite, Pierrot, mais avec plaisir. Et donc, au-delà de Bitcoin, après, on a vu arriver Ethereum. Et Ethereum, ça donne une fonctionnalité supplémentaire, finalement, qui est le contrat intelligent, le smart contract, qui peut déterminer l'envoi d'un token par rapport à un événement. Je prends l'exemple, j'achète un billet d'avion. On sait que si l'avion a du retard, s'il y a un problème, on peut être remboursé. Aujourd'hui, c'est des démarches administratives qui sont assez compliquées. Le smart contract permettrait de dire qu'on me retire ce token uniquement si l'avion est à l'heure, par exemple. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est supplémentaire à ce que propose le Bitcoin. Et j'en ai fini. J'en profite, Hugo, pour dire que si le sujet du smart contract vous intéresse, on a une magnifique infographie sur le sujet sur le LinkedIn de la Robe numérique. Parfait. Donc la blockchain, on voit qu'elle peut se transposer à énormément de cas d'usage. Moi, j'ai découvert depuis que je baigne un peu dans la marmite, j'ai découvert pas mal de projets passionnants, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit dans l'énergie, pour la traçabilité des flux, que ce soit dans la logistique, et effectivement, sur toutes ces notions d'ancrage de données certifiées pour des preuves. Et en fait, ce qu'il faut discerner et bien comprendre, c'est qu'il y a l'infrastructure qui est la blockchain, qui peut être Bitcoin, Ethereum. Et après, il y a une deuxième couche qui est l'interface, l'applicatif qui va exploiter cette infrastructure. Et en fait, ce n'est pas la technologie qui doit déterminer l'interface, mais c'est bien l'inverse. C'est-à-dire qu'on va partir d'une application avec des fonctionnalités, avec des bénéfices utilisateurs. Et en fonction des solutions qu'on veut développer, on va choisir une interface, une infrastructure pardon, qui sera plus ou moins adaptée à la solution qu'on veut mettre en place. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, une transaction sur Bitcoin, ça peut prendre quelques minutes. Si demain, vous avez envie d'acheter votre pain à la boulangerie en Bitcoin, vous imaginez qu'attendre 10 minutes que la transaction ait eu lieu, c'est quelque chose qui est pas possible. Donc, il y a des sociétés qui travaillent sur des couches supplémentaires pour faciliter, rendre les transactions plus rapides, hein, ce qu'on appelle des layers. Mais cette notion d'infrastructure et d'interface, elle est très importante parce que c'est vraiment l'application, le cas d'usage qui va déterminer le choix de l'infrastructure sur laquelle on va travailler.
Et c'est aussi, alors j'aimerais en parler, le web 2.0 et le web 3.0. C'est vrai que le web 2.0 tel qu'on le connaît, c'est un peu la centralisation des données, c'est émettre de la donnée, c'est accepter des conditions générales d'utilisation, souvent qu'on ne lit pas dans tous les détails. Le web 3.0, il y a vraiment cette notion de souveraineté numérique où finalement l'utilisateur a le contrôle sur ses données, sur ce qu'il partage, et ça, voilà, ça nous redonne un peu de pouvoir et un peu plus de liberté. Quelle blockchain? Alors, il y a différents protocoles. Là, je pense que les connaisseurs sauront de quoi on parle avec ces POW, POS et POA. C'en est quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, POW, Proof of Work, ça, c'est le protocole Bitcoin. Ça permet n'importe qui aujourd'hui peut être administrateur du réseau Bitcoin. C'est-à-dire que n'importe qui peut être un nœud qui valide les transactions, qui valide les blocs en partageant et en offrant de la puissance de calcul informatique. Ça a ses limites aussi au niveau écologique parce que des milliers et des milliers de serveurs en activité, forcément, c'est de la consommation d'électricité derrière. Par contre, c'est ce qui rend le réseau hyper robuste. Après, on a d'autres protocoles comme le Delegate Proof of Stake qui peut limiter le nombre de serveurs en activité. Donc, on appelle ça aussi des nœuds dans le réseau. Et c'est aussi pour le Proof of Work, on connaît le terme de mineur. En fait, les mineurs qui font marcher ce réseau, qui valident les blocs, sont rémunérés en Bitcoin. Et ça, c'est ce qui les incite aussi à maintenir ce réseau et à voilà, ne pas faire n'importe quoi avec ce réseau. Donc, finalement, c'est une circularité qui rend encore plus de confiance dans ce système-là. Et on voit bien que le Bitcoin, finalement, le token a une véritable utilité. Et là, c'est un peu un un conseil que je donne, mais si on s'intéresse à certains projets blockchain et si on souhaite investir, alors il n'y aura aucun conseil en investissement, mais si on souhaite investir dans un cryptoactif, dans un token, il faut vraiment s'assurer que le token a une réelle utilité. Il y a énormément de projets qui ont créé des tokens uniquement pour lever des fonds, mais derrière, ce token n'a aucune utilité et on sait derrière que sa valeur se dégrade assez rapidement. Et la Proof of Authority, alors j'en parle parce que la Commission européenne a tout un groupe de travail et a mis en place une infrastructure qui s'appelle EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, qui fonctionne sur ce protocole de Proof of Authority. Donc les administrateurs, on a leur KYC, on les connaît, et c'est eux qui sont, voilà, qui sont les nœuds de ce réseau européen. Donc c'est une blockchain qui est actuellement en pré-production et qui sera prochainement en production et qui pourra accueillir, héberger énormément de données, que ce soit dans le domaine de l'éducation, mais dans plein de domaines institutionnels. Donc voilà, c'était bien d'en faire la promotion parce que c'est un groupe de travail qui est très ouvert, avec lequel nous, on a pu interagir. On a vraiment, c'est une philosophie open source. On a pu vraiment s'inspirer de toutes les prédispositions techniques pour pouvoir interagir avec cette infrastructure. Et donc, je tenais à mettre à l'honneur ces initiatives-là. Au niveau de la Commission européenne, il faut savoir qu'il y a 4 gros chantiers en cours sur la technologie blockchain. Il y a le notariat, la finance, l'éducation, avec le cas des diplômes, et l'identité numérique. Et vous verrez par la suite, je vous présenterai Prosoon. Et nous, on est à la frontière entre les questions liées à l'identité numérique et à l'éducation. Alors, quel cas d'usage? Donc, évidemment, les crypto-actifs, les cryptos, la finance, ça, tout le monde connaît ou a déjà entendu parler de ces cas d'usage. L'ancrage de données certifiées. Donc ça, c'est vrai que c'est un champ d'application énorme, que ce soit en termes de propriété intellectuelle, que ce soit dans l'énergie, parce qu'on peut avoir une traçabilité des flux, que ce soit dans la logistique, parce que dans la logistique, il y a énormément d'acteurs qui ne se font pas forcément confiance, mais là, on peut avoir une véritable traçabilité, on peut aller loin, on peut mettre de l'IoT, on peut savoir un produit, à quelle température il est dans un camion, etc. Donc, il y a vraiment un champ d'application énorme. L'ancrage de données certifiées, il y a quelques années, c'était surtout une fonction d'abord de hashing. Donc, c'est-à-dire qu'une vidéo, une œuvre, n'importe quoi, on pouvait en générer un hash. Et finalement, c'est ce hash qu'on allait ancrer dans la blockchain. Pourquoi cette fonction de hashing? C'est surtout pour des conditions réglementaires. Donc là, je pense que Pierre est au courant de tout ça, mais on ne peut pas mettre de données personnelles dans la blockchain puisque c'est un registre transparent, immuable. Donc pour tout ce qui est droit à l'oubli, etc., on ne peut pas. Donc on avait cette solution de hashing. Et c'est la plupart de nos confrères d'ailleurs qui sont allés sur ces protocoles informatiques-là. Ensuite, on a des usages liés à l'identité numérique et à la souveraineté numérique, à la cybersécurité. Donc là, je voudrais parler du concept SSI, Self-Sovereign Identity, et les identifiants décentralisés. Donc en fait, c'est ce qu'on exploite, nous, par le biais de Prosoon. Donc
Au départ, on met une transaction dans la blockchain entre deux clés publiques, deux identifiants décentralisés. Cette transaction, elle est immuable, infalsifiable. Ça peut être, par exemple, l'identifiant d'une école, l'identifiant d'un étudiant. On inscrit cette transaction dans un registre blockchain décentralisé. Et à partir de cette transaction, on va pouvoir émettre des certifications, des attestations numériques certifiées qu'on appelle verifiable credentials, qui peuvent être un diplôme, qui peuvent être une carte grise, qui peuvent être voilà, toutes sortes de documents à valeur probante, finalement, peuvent faire l'objet d'un credential. Et ce qui est intéressant, c'est que ce credential, il n'est pas forcément haché et inscrit dans la blockchain. C'est-à-dire qu'on peut stocker ce credential off-chain, puisqu'un diplôme qui est vierge, finalement, qui ne contient pas de données personnelles, ce n'est pas une donnée sensible. Et à partir du moment où ce diplôme, on le rattache à une transaction, bah, on a des fonctionnalités complémentaires qu'on n'avait pas avec ces fonctions de hashing. Et donc, ce concept Self-Sovereign Identity, il est rendu possible grâce aux identifiants décentralisés et ça permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle total sur ses données. Je souhaite aussi parler alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est la fonction de Zero Knowledge Proof, ZKP. Ça, c'est une fonction hyper intéressante puisqu'en fait, elle vous permet de prouver, de délivrer certaines informations sans partager toutes vos données personnelles. Je prends un exemple très concret. Vous avez une offre spéciale qui nécessite que vous ayez entre 16 et 25 ans, par exemple la SNCF, pour ne pas les citer. Bah, vous pouvez prouver que vous avez entre 16 et 25 ans sans partager votre date de naissance ou votre carte d'identité. En fait, le Zero Knowledge Proof, ça va juste prendre l'information que le site vous demande sans lui donner plus d'informations. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça permet à ce site de s'épargner de la gestion et du stockage de vos données personnelles. Lui, il exploitera juste la donnée dont il a besoin. Et voilà, ça peut avoir des champs d'application aussi hyper intéressants, notamment aussi dans le domaine de l'éducation. Vous pouvez prouver que vous êtes étudiant sans partager une carte étudiant qui contient votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc. Voilà, donc le concept de Zero Knowledge Proof, qui je pense pourra être très intéressant pour pas mal de sites marchands, etc. Et du coup, Hugo, ce que tu dis m'amène une réflexion. Peut-être que certains d'entre vous dans le chat sont au courant que le CSA, en ce moment, a dans son collimateur un certain nombre de sites avec des contenus pour adultes, notamment à cause de la facilité pour des mineurs pour y accéder, qui n'ont pas aujourd'hui à prouver leur identité. Il suffit de cliquer sur « Je suis majeur ». On peut bien comprendre qu'évidemment, les utilisateurs éventuels de ces sites n'ont pas envie de renseigner leurs données personnelles plus en avant avec une carte d'identité, ce qui serait certainement la meilleure façon hors blockchain de prouver sa majorité. Est-ce que ça pourrait être utilisé dans ce contexte? Bah ouais, tout à fait. Donc c'est effectivement un avantage évident pour l'utilisateur qui aura pas à transmettre toutes ces données, mais c'est aussi un avantage pour le site parce que lui, il est soumis à plein de réglementations sur la gestion des données personnelles des utilisateurs. Et là, il va pouvoir s'épargner d'une partie de cet aspect réglementaire qui est quand même assez rigoureux en France, et heureusement d'ailleurs. Ça bien. Merci Hugo. On va tout de suite passer à la partie 2, partie plus juridique. On va parler de la preuve en droit français et de la signature électronique. Finalement, on a décidé de retirer le focus sur la loi EDAS, qui était peut-être un petit peu trop en avant et presque un peu hors sujet dans certains domaines. Alors tout d'abord, la preuve en droit français. L'article 9 du Code de procédure civile nous dit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Traduction, j'ai une revendication en justice, c'est évidemment à moi d'apporter les éléments de preuve nécessaires pour l'étayer. L'article 1358 de tête du Code civil consacre normalement le principe de liberté de la preuve. On va voir que dans la pratique, on est plutôt dans un système mixte à ce niveau-là. Je vais d'abord faire la distinction entre la preuve parfaite et la preuve imparfaite, et j'aimerais que vous gardiez cette distinction en tête, c'est très important pour apprécier la blockchain en tant qu'élément de preuve. Alors, dans la preuve parfaite, on retrouve des choses comme un acte d'huissier, un contrat sous seing privé, un aveu judiciaire, ce genre de choses. Et dans la preuve imparfaite, on va trouver des choses comme le témoignage ou la présomption de fait, qui est l'agglomération d'un faisceau d'indices desquels on peut tirer des conséquences. Comme je vous le disais, normalement, le principe serait plutôt à la liberté de la preuve, mais dans la réalité, la logique est un petit peu inversée. Il n'y a en réalité que certains cas où il est possible de recourir à la preuve imparfaite, la preuve étant, la qualité et la validité de la preuve étant laissée à l'appréciation du juge. Parmi ces cas, on peut citer les actes entre commerçants, ce sont deux professionnels,
les actes dont la valeur est inférieure à 1 500 €, car on considère que les enjeux ne sont pas si hauts que ça. Les cas où il y a une impossibilité matérielle ou morale de fournir une preuve parfaite, ça va être par exemple le contrat a existé, mais il a brûlé dans un incendie, ou en matière d'impossibilité morale, ça va être par exemple en matière, de contrat dans la famille, par exemple. Si on imagine un prêt entre un père et un fils, évidemment, c'est toujours délicat de demander un écrit, vous le comprenez bien. Et enfin, dernière notion où il est possible de recourir à la preuve imparfaite, cette notion, j'aimerais que vous la gardiez en tête car on en reparlera un peu plus tard, c'est le commencement de preuve par écrit. Imaginons que vous soyez en train de préparer un mariage et que vous vous engagiez auprès d'un prestataire pour faire la sono, pour faire le repas de votre événement, mais qu'il n'y a pas de contrat. Pour X ou Y raison, cette prestation ne sera pas faite. On peut prouver l'existence, même en dehors de contrat, éventuellement, de la volonté des parties via un commencement de preuve par écrit. Ça va être des mails, par exemple, des SMS, mais ce commencement de preuve par écrit doit s'accompagner d'autres éléments de preuve. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, on ne va pas trop s'appesantir, on n'est pas dans un cours magistral de droit civil, et on va tout de suite passer à la signature électronique et à son encadrement juridique. Alors, la signature électronique, ça a été mis en place par le règlement EU EIDAS de 2014, règlement européen évidemment qui est donc d'applicabilité directe, excusez-moi, je bafouille, qui porte sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques. Gardez en tête cette notion de service de confiance pour les transactions électroniques, car c'est également une notion qu'on rapprochera de certains éléments en matière de blockchain un peu plus tard. Tout d'abord, la signature électronique simple qui répond au principe de non-discrimination de la preuve, principe de non-discrimination de la preuve qui lui-même renvoie au principe théorique de la liberté de la preuve et qui sera souvent associé à des données jointes. Elle ne peut pas, a priori, être refusée en justice. Mais attention, cela dit, la jurisprudence en dispose parfois autrement. Ce fut le cas d'un arrêt de la Cour d'appel de Rouen. Il est donc opportun, si jamais vous voulez prouver vos prétentions au moyen d'une signature électronique simple, d'ajouter des garanties complémentaires comme des fichiers de preuve. En matière de blockchain, on peut faire un parallèle. La blockchain et la certification via la blockchain peut être analysée comme une signature électronique simple. Ce ne sera pas aussi facile pour ses grandes sœurs, la signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée. La signature électronique avancée assure, en plus des mêmes éléments de la signature électronique simple, l'identification du signataire de façon univoque, c'est-à-dire de façon certaine. Et en matière de blockchain, on ne peut pas faire l'analogie car nous ne pouvons pas, dans tous les cas, prouver de façon univoque l'identité de la personne. Il y a une pratique en matière de blockchain qui consiste à utiliser beaucoup de pseudonymes quand on fait des opérations, des transactions sur les nœuds. Et donc, ça rend un petit peu compliqué pour remplir cette condition. Et enfin, la version la plus sécurisée, c'est la signature électronique qualifiée qui apporte le niveau maximum de sécurité. En plus des garanties portées par la signature électronique avancée, donc notamment l'identification certaine de la personne, on a en plus un certificat qui est délivré par un prestataire de confiance qualifié au PSCQ, pardon. Et vous imaginez donc bien que si on ne pouvait pas faire l'analogie avec la blockchain pour la signature électronique avancée, ce n'est pas non plus le cas pour la signature électronique qualifiée. On va garder un petit peu ce contexte en tête et notamment la notion à la fois de garantie et de différents niveaux de garantie qu'apportent les preuves et à la fois la notion de prestataires de confiance qui peuvent servir d'intermédiaires dans ces cas-là pour étudier un petit peu comment on en est et comment le législateur a pu traiter la blockchain en tant qu'élément de preuve. Alors, tout d'abord, nous allons faire un bref historique de ce qui a pu se passer un petit peu avec des éléments qui peuvent nous renvoyer à la blockchain. Et tout d'abord, en 2019, avec la loi Pacte. Un amendement a été proposé pour ajouter à l'article 1358 du Code civil, si vous vous souvenez bien, c'est l'article que j'ai cité tout à l'heure, et qui consacre le principe théorique de liberté de la preuve.
et cet article disposait la chose suivante. À cet effet, tout fichier numérique enregistré dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé, pardon, je bafouille, c'est terrible, ou DIP, de nature publique ou privée, vaut preuve de son existence à sa date jusqu'à preuve du contraire, dès lors que le dit DIP répond à des conditions définies par décret. Cet amendement a été rejeté, ce qui montre un petit peu le rapport du législateur actuel vis-à-vis de la blockchain. Néanmoins, quelques nuages se dissipent dans le ciel de la blockchain en tant que preuve la même année, avec la consécration dans le code monétaire et financier de l'usage de la blockchain pour des opérations sur des titres financiers, notamment les mini-bons. Et ça, on comprend bien, et c'est assez logique, puisque les premières utilisations de la blockchain, ou même l'objet de la création de la blockchain, fut dans un premier temps de pouvoir utiliser des crypto-monnaies. Toujours 2019, quelle année riche, ou plutôt quelle année terrible pour la blockchain. Le ministère de la Justice, emmené par notre très cher Éric Dupond-Moretti, déclare considérer que le droit positif est suffisant. Nous voulons laisser l'appréciation de la preuve au juge. Il est seul maître en son navire. Et de ce fait, nous n'avons pas besoin de lancer un cadre juridique spécifique pour encadrer la blockchain en tant que preuve. Nous considérons que c'est suffisant. À mon sens, et peut-être que vous nous rejoindrez après cette présentation, la complexité de la technologie pourrait justifier un cadre juridique spécifique. Enfin, finissons sur une note d'espoir pour tous les aficionados de la crypto. Il y a en juin 2020 la création de l'autorité de confiance numérique par les notaires de Grand Paris et la signature de la politique de confiance dans la blockchain notariale. Comme l'expliquait Hugo quand il vous présentait un petit peu comment fonctionne cette technologie, elle possède un caractère infalsifiable. On peut donc se douter que d'un point de vue notarial, la conservation de la preuve via la blockchain est une opportunité tout à fait intéressante. Penchons-nous un petit peu maintenant sur l'appréciation du pouvoir législatif et sur le pourquoi également. J'ai bien opposé la notion de frilosité notable et celle de frilosité justifiée, dans la mesure où, évidemment, nos parlementaires ont un manque de formation sur les nouvelles technologies et donc sur la blockchain. On sait que l'âge de nos parlementaires la moyenne d'âge de nos parlementaires est un petit peu plus élevée, trop, diraient certains, par rapport au reste de la population, mais c'est un autre débat. Donc là, on est sur vraiment des considérations structurelles de la formation de nos parlementaires. Et d'un point de vue plus politique, on a quand même certaines notions de conservatisme dès qu'on aborde les notions de nouvelles technologies. Et là, encore une fois, on n'est plus sur des considérations de représentation politique. On l'a vu au-delà de la blockchain sur des thématiques autres en rapport avec le numérique. C'était par exemple le jeu vidéo qui, même si ça bouge un petit peu, qui fut longtemps considéré comme le démon par le législateur. Mais d'un autre côté, ne pourrait-on pas considérer que cette frilosité est un petit peu justifiée et là où on cite le manque de formation sur nos parlementaires pour les critiquer, on peut aussi les louer, car c'est une technologie complexe et il faudrait que le législateur puisse l'apprécier pleinement et entièrement pour être sûr que le cadre juridique le plus adapté soit mis en place. Enfin, pour justifier leur frilosité, je vais aborder quelques principes de la blockchain. J'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation globale des pseudos. On en revient à cette notion de non-identification des personnes qui peut poser problème et se pose aussi également la question de l'interface et de la confiance dans l'interface. Si vous, demain, utilisateur, vous décidez d'aller lire directement des blocs dans la blockchain, vous aurez beaucoup de mal à vous y retrouver. Ce sont des applications qui sont plutôt réservées à des experts et pas du tout user-friendly pour des néophytes et vous ne vous en sortirez pas. Vous allez donc devoir passer par des intermédiaires. Comment être sûr que ces intermédiaires ne falsifient pas des informations? Toute la question est là, car quand même la blockchain serait infalsifiable, c'est celui qui vous traduit les données a la possibilité de les tronquer, c'est un vrai problème. Des travaux, néanmoins, en ce sens, sont opérés notamment dans le privé, avec des organismes tels que l'AFNOR, qui veulent mettre en place des blockchains privées
de confiance afin de pouvoir s'assurer de ce principe de confiance dans l'interface. Et on peut aussi, Hugo l'a cité tout à l'heure, euh, envisager la futurisation de la blockchain européenne qui, normalement, devrait véhiculer des facteurs de confiance suffisants, espérons-le, pour pouvoir avancer sur ces thématiques. Et puisqu'on parle de confiance dans l'interface, nous allons vous en présenter une avec l'exemple de Prosoon. Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Prosoon, s'il te plaît? Ah oui, avec plaisir. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, aller sur des explorers de transactions blockchain, c'est vraiment pas évident hein, en termes d'UX. Donc toute la difficulté, elle va être effectivement de favoriser cette expérience utilisateur et de redonner vraiment de la confiance dans ces interfaces. Donc c'est le but de Prosoon. Alors Prosoon, c'est en fait quand j'ai découvert cette techno et que j'ai compris qu'on pouvait générer de la preuve numérique, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient l'intégration professionnelle des jeunes dans l'entreprise, parce que ça a été vraiment des sujets qui m'intéressaient depuis mes premières années d'étudiant. Et j'ai décidé de vous présenter Prosoon à travers un projet pilote qu'on mène avec l'école des avocats du Grand Est, l'ERAGE. Voilà, c'est un partenaire qui nous a fait confiance dès le début du projet. On a d'ailleurs nos bureaux qui sont au sein de l'école des avocats, ce qui nous a permis de co-construire finalement l'application Prosoon avec cette proximité, avec les services de scolarité, la direction, mais également les élèves avocats. Alors, parenthèse, Prosoon est une solution qui peut se transposer à n'importe quel établissement de formation, que ce soit de la formation initiale ou de la formation continue, puisque le but de Prosoon, c'est vraiment de valoriser et de certifier les parcours de formation des apprenants, que ce soit pour un salarié dans le cadre de son évolution professionnelle ou pour un étudiant. Alors, on est parti d'un constat, j'aime bien partir de la problématique, c'est les limites et les vulnérabilités du diplôme papier. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vous présente, si vous êtes recruteur et que quelqu'un vous présente ses qualifications, ses compétences, il va le faire par le biais d'un CV déclaratif ou par LinkedIn, où effectivement on renseigne ce qu'on veut, on déclare ce qu'on veut. Et donc souvent, vous allez être amené à lui demander les preuves de ce qu'il déclare. Mais quand bien même il vous apporterait la photocopie de son diplôme, aujourd'hui, la falsification du parchemin, finalement, elle est hyper accessible. Petite anecdote, avec mon associé, en 2018, pour prouver justement l'intérêt d'un projet comme Prosoon, on s'est procuré un faux diplôme de l'université de Stanford pour 90 $. On a été livré en une semaine et c'est vrai que c'était une réplique vraiment identique au diplôme réel. Et je crois même que pour 20 $ supplémentaires, on aurait pu obtenir une mention. Voilà, donc on a prouvé que c'était vraiment, je crois que c'est le meilleur investissement qu'on ait fait d'ailleurs pour prouver qu'il y avait vraiment des failles dans ce système-là. Et aujourd'hui, si vous maîtrisez un peu les outils Photoshop ou de design graphique, vous pouvez reproduire un diplôme, vous pouvez changer le nom de quelqu'un sur un diplôme. Donc en fait, la raquette, elle est complètement trouée et tout le monde va investir soit du temps, soit de l'argent dans la vérification des éléments qui sont déclarés par les candidats. Donc, vous allez prendre le temps d'appeler une école pour être certain que l'élève a bien eu son diplôme. Cette école, elle va faire sa spéléologie dans les archives pour être sûre et vous donner l'information, etc., etc. Donc, ça fait perdre du temps à tout le monde. Il y a aussi toutes les problématiques par rapport à la détérioration du papier, aux problèmes de stockage, de perte, de transport, etc. Mais il y a une autre problématique qui nous intéresse particulièrement, c'est le manque de valorisation de tout ce qui constitue le parcours de formation. Parce qu'en fait, deux étudiants vont sortir d'une même formation avec le même bout de papier, avec le même intitulé de diplôme, mais au final, ces étudiants auront tous eu des expériences différentes, auront peut-être eu des initiatives, des accomplissements, des réalisations différentes, des projets universitaires différents. Et ce qu'on voulait faire, c'était reconnaître ces initiatives et ces accomplissements académiques au-delà du diplôme et de manière également infalsifiable. Donc, on est parti de toutes ces problématiques dans le système et on a trouvé cette technologie, donc SSI, dont je parlais avant, qui sont les identifiants décentralisés et les verifiables credentials. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur la technique. Il faut que vous puissiez identifier les trois rôles dans ce système-là qui sont l'issuer, qui va être l'émetteur de la donnée certifiée.
Alors, on prend l'exemple de l'école, mais ça peut très bien être une entreprise dans le cadre de la formation continue qui va émettre et reconnaître cette certification numérique. L'étudiant ou le salarié qui sera l'owner, donc qui sera le titulaire de cette donnée certifiée et qui pourra la présenter à un service public, à un recruteur, etc. Et ce fameux recruteur qui sera le vérificateur de cette donnée certifiée, qui pourra gagner du temps et gagner en confiance pour vérifier que ce diplôme appartient bien à ce candidat. Donc, toutes ces transactions entre les identifiants décentralisés, on les stocke dans la blockchain. Ça permet, comme le disait Pierre, de rendre cette transaction infalsifiable, immuable et incorruptible, mais ça permet aussi de rendre la donnée pérenne. Parce que si demain, Prosoon disparaît, l'école disparaît, finalement, cette donnée, elle sera dans l'infrastructure et on pourra vérifier qu'à telle date, l'école existait bien, que l'étudiant a bien eu son diplôme, etc. Donc, ça rend la donnée pérenne également. Le gros challenge qu'on s'est fixé avec Prosoon, c'est de ne pas être cloisonné à une infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas être dépendant de la volatilité, par exemple, des frais de transaction. On l'a vu avec Ethereum, à 70 $ la transaction à son plus haut pic, ça devient compliqué de pouvoir commercialiser une solution. Donc nous, on a recherché, et on est vraiment sur ces sujets-là d'interopérabilité, on a recherché à pouvoir interagir avec différentes infrastructures. C'est une solution qu'on a mis en place, hein, qu'on peut aujourd'hui émettre sur différentes infrastructures, mais il faut que ces infrastructures soient compatibles EVM, Ethereum Virtual Machine. Comme ça, on peut réussir cette automatisation qui, dans le passé, était impossible. Et on a bien sûr pris en compte toutes les préconisations techniques et les prédispositions techniques pour pouvoir émettre sur la blockchain européenne une fois qu'elle sera en production, notamment pour nos partenaires universitaires et institutionnels qui n'auront pas le choix d'émettre sur cette blockchain. Alors, pourquoi ils n'auront pas le choix? Finalement, c'est un objectif, et c'est vrai que, je ne sais pas, je crois qu'il peut y en avoir parmi les participants, c'est pour la mobilité des étudiants. Donc, tous les projets Erasmus, Europass, etc., qui œuvrent pour faciliter la mobilité des étudiants. En fait, le but, c'est qu'on ait une infrastructure commune au niveau européen pour qu'un étudiant qui valide un bachelor ou une licence en France puisse postuler à une formation dans un autre pays européen et qu'il y ait une reconnaissance automatique et sécurisée du fait qu'il a un diplôme éligible pour pouvoir postuler à un master, par exemple, dans un autre pays. Donc voilà, tout l'intérêt d'avoir une infrastructure commune et de pouvoir tous interagir en toute confiance à partir de cette infrastructure. Alors là, je vous donne l'exemple du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc nous, on a la chance d'avoir plusieurs partenaires dans le domaine du juridique. Donc on a l'école des avocats. On a présenté ce projet à toutes les écoles d'avocats de France et au Conseil national des barreaux. Donc voilà, ça a été très bien accueilli. Donc on va être ravis de travailler dans ce domaine, dans cette niche en particulier. C'est un projet qui s'adapte, comme je le disais, à la formation continue des avocats, parce que les avocats sont en formation tout au long de leur vie. Et donc, on a la preuve numérique, on parle de diplôme augmenté, hein, ou d'attestation de formation augmentée, parce qu'on a la preuve numérique que l'étudiant a bien obtenu son diplôme au sein de l'école. Mais on a également des badges de compétences qui sont des micro-certifications et qui vont venir enrichir finalement ce diplôme avec tout ce qu'aura accompli l'étudiant pendant sa formation. À l'école des avocats, alors c'est vraiment fantastique, mais c'est une école qui est hyper tournée vers l'innovation. Et donc, on a des élèves avocats qui participent, par exemple, à des hackathons. Et cette participation peut faire l'objet d'une reconnaissance et d'un badge numérique de compétences qui viendra enrichir le diplôme de l'élève avocat, enfin de l'avocat. Il pourra partager ses certifications sur ses réseaux, sur son CV, en copiant l'URL qui amènera vers l'écran de vérification. Et donc, le recruteur, déjà, il a confiance en ce qu'on lui dit parce que c'est de l'information authentifiée, fiable et infalsifiable. Mais en plus, ça lui permet une analyse plus fine des compétences, des centres d'intérêt du candidat. Donc, ça optimise vraiment les process de recrutement. Ça permet également à l'école de se protéger contre la fraude et la falsification de son diplôme, et tout en valorisant toute l'innovation pédagogique qu'elle met en place. Et donc, c'est pour son attractivité, c'est un outil intéressant. Donc là, le contentieux familial international, l'exemple d'une formation continue que l'ERH propose aux avocats en activité, donc qui peut faire l'objet d'une certification numérique et d'un badge également. Donc le badge, c'est un visuel qui permet une lecture rapide de la compétence, mais c'est un visuel qui contient des métadonnées certifiées, notamment effectivement l'identifiant de l'émetteur et du titulaire, également un référentiel de compétences qui va pouvoir traduire
et qualifier toutes les compétences qui ont été acquises ou développées lors d'une expérience, par exemple. Une période de validité, donc on peut mettre une date d'expiration à un badge. Et ça, c'est intéressant. Nous, on a découvert, par exemple, que dans tout ce qui est maintenance industrielle, les certificats de qualification des soudeurs, par exemple, c'est des certificats qu'il faut renouveler tous les 2 ans. Et du coup, on a cette possibilité de faire en sorte qu'un badge expire après une certaine période. Et du coup, ça permet à l'entreprise d'avoir une visibilité, une traçabilité sur les parcours de formation continue de ses employés et de les alerter en amont de ce renouvellement de ce certificat de qualification. Et on peut y ajouter des mots-clés, des hashtags, des domaines d'activité, ce qui sera particulièrement utile pour la suite, puisqu'effectivement, ProSoon, c'est une application qui va s'adresser aux écoles, aux établissements de formation au sens large, aux apprenants, donc étudiants, salariés, etc., mais également aux recruteurs. Et donc, on permet cette recherche de compétences par le biais d'un moteur de recherche qu'on souhaite développer. Donc, je vais passer assez vite sur l'expérience utilisateur, mais voilà, il y a tout le back-office de gestion. Je renseigne mes diplômes, je renseigne mes formations, j'importe ma liste d'étudiants, je crée mes badges de compétences. Tout un flot de certifications une fois que j'ai importé ces étudiants et que je les ai rattachés à une promotion ou que j'ai rattaché des salariés à un service, par exemple, hein. Et puis derrière, l'étudiant, l'apprenant aura accès à ces certifications gratuitement tout au long de sa carrière. Et il pourra les partager indépendamment les unes des autres, donc sur ses réseaux sociaux, sur son CV. Et en fait, ce qu'on a voulu, c'est permettre de transposer ce coffre-fort numérique avec ces certifications en CV numérique que vous voyez ici. Donc ça, c'est le CV numérique de l'étudiant. Les principes du Web3, c'est de conserver, d'avoir le contrôle sur ses données personnelles. Donc vous voyez un CV numérique avec un identifiant qui détient des compétences. Et typiquement, un recruteur qui va rechercher, par exemple, un avocat, un avocat junior, il va taper des mots-clés, il va découvrir une CV Tech, il va découvrir que des identifiants détiennent des compétences, mais il n'aura aucune idée de qui se cache derrière cet identifiant. Donc, ça permet à l'entreprise de s'engager dans une démarche de recrutement sécurisée et responsable, éthique, en faveur de l'égalité des chances, parce que je vais juger un profil par rapport aux compétences, et aux expériences et à ses accomplissements, mais je ne découvrirai pas son identité. Donc, est-ce que c'est un garçon, une fille, son âge, son adresse, etc. Et en fait, c'est seulement si le candidat est intéressé par l'opportunité professionnelle que lui propose le recruteur qu'il va décider de partager sa clé privée, donc de révéler son identité. Donc l'identité ne se révèle qu'à la prise de contact pour un entretien d'embauche. Et ça permet vraiment de lutter contre les discriminations dans le sourcing de candidats. C'est une démarche qui peut s'intégrer à un programme RSE d'une entreprise. Donc voilà, le recruteur a accès à des données fiables, il gagne du temps dans la vérification, il sait qu'on ne lui ment pas, il sécurise ses process de recrutement et en même temps, il engage son groupe, son institution, son entreprise dans une démarche éthique. Voilà, donc ici, je vous laisse mes coordonnées. Je mets à l'honneur tous les acteurs de la région Grand Est qui nous ont supportés, soutenus jusque-là. On représente déjà des profils dans le domaine du juridique, que ce soit master droit de l'économie numérique, donc des juristes aussi en droit social et ressources humaines et des élèves avocats. Mais on a également des partenaires dans plein de domaines de formation. Donc, je peux citer Simplon dans le domaine de l'informatique, Campus CCI Formation Alsace qui nous a fait confiance également. Voilà, on est en discussion avec de nombreux établissements dans plein de domaines de formation variés, avec des modalités d'apprentissage aussi très variées, et également des entreprises dans la formation continue. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'une démo ou de précision, je serais vraiment ravi de vous présenter tout ça plus en détail. Et je remercie encore la Robe Numérique de m'avoir laissé l'opportunité de présenter ProSoon, nos valeurs pour l'égalité des chances et pour l'optimisation des process de recrutement et de valorisation des compétences de chacun. Merci encore. Ah, rien, Hugo, hein, tout plaisir est pour nous de t'avoir reçu avec ta solution qui, on l'espère, apportera de vraies solutions par rapport aux problématiques du monde du travail de demain. J'en profite pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit dans la dernière partie. Le master gestion et droit de l'économie numérique de Strasbourg, grand générateur de pépites. Si vous cherchez des stagiaires, n'hésitez pas. C'est une formation d'excellence, si j'ose dire. On va maintenant prendre quelques questions. Hugo, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous refaire une petite vulgarisation de la blockchain pour ceux qui seraient arrivés tard, pour nous remettre dans le contexte? Vraiment en quelques mots. Oui, oui, bien sûr. Alors, la blockchain, c'est avant tout un registre de transactions infalsifiables, donc c'est de la preuve numérique.
C'est pour ça que ça a été conçu, c'est que chaque utilisateur de services numériques reprenne le contrôle finalement sur sur les données sur leurs données, sur leurs actifs, etc. Donc le Bitcoin a vu le jour pour ça, c'est-à-dire s'émanciper d'un tiers de confiance qui a la possibilité, alors il y a bien sûr énormément de réglementations qui nous protègent, mais il a dans l'architecture des applications aujourd'hui la possibilité de modifier des données, d'effacer de la donnée. Et le Bitcoin, en fait, est un rempart à tout ça, c'est-à-dire que la décentralisation des données fait qu'il n'y a pas un organe central de contrôle qui peut agir sur la donnée. C'est vraiment distribué entre plusieurs serveurs, et tant qu'on n'a pas tous ces serveurs qui sont attaqués, par exemple, par une cyberattaque en même temps, bah, les données, elles sont répliquées partout et elles peuvent pas être modifiées. Donc, c'est vraiment ce principe-là de protection des données et d'émancipation de tiers de confiance. Et ensuite, effectivement, il y a eu alors certaines dérives, bien sûr, hein, avec beaucoup de spéculation, etc. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais au départ, c'est vraiment là, toute cette technologie, c'est de générer de la preuve numérique infalsifiable. Et puis avec plusieurs fonctionnalités, donc j'en parlais avant des contrats intelligents, des smart contracts. Avec Ethereum, vous avez la possibilité d'émettre un jeton numérique à partir d'un certain événement. Donc, je prenais l'exemple de quand on prend l'avion, par exemple. Si l'avion a du retard, on sait qu'on peut être remboursé, mais c'est des process administratifs qui prennent énormément de temps. Avec un smart contract, vous payez uniquement à partir du moment où l'avion est à l'heure. Donc ça, c'est typiquement des choses qui ont été permises par Ethereum par la suite. Et ensuite, il y a énormément de protocoles qui ont vu le jour, mais c'est vrai que les deux plus connus sont Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, la décentralisation permet de se protéger contre les cyberattaques et de mettre de la confiance de manière intrinsèque au design et à l'architecture de la technologie. Super, merci Hugo pour cette réponse pleine de clarté. Je vais maintenant prendre la question d'Emmanuel sur l'identité numérique. Faut-il toujours avoir un smartphone, un ordinateur ou connaître par cœur un code à 20 caractères? Des craintes évidemment de vol, d'identité numérique avec une faille qui est toujours plus humaine que technologique. Est-ce que la biométrie peut être une solution viable? Alors, je vais tout d'abord vous renvoyer encore une fois notre LinkedIn sur laquelle on a de magnifiques infographies sur l'identité numérique et sur comment la protéger, mais c'est une question très pertinente. Sur la biométrie, la bonne pratique serait plutôt la biométrie enregistrée dans les devices et surtout pas en ligne, parce que la biométrie et les données biométriques sont des données très sensibles, mais ça peut être une façon de se protéger tant qu'on reste en local. Je suis pas tout à fait sûr de bien comprendre la question en rapport avec la blockchain. Hugo, peut-être un commentaire. Alors moi, je sais qu'il y a des projets par rapport à la reconnaissance faciale, par exemple, hein, qui Mhm. permettent justement d'aller encore plus loin dans la preuve d'identité. Euh, je rebondis sur la question de Monsieur Gabriel, qui a pas tort en fait, hein, il n'y a pas vraiment de système. Nous, Prosoon, en fait, on va reconnaître effectivement qu'une école est réelle, qu'une école est bien réelle. Donc, on va être finalement ce tiers de confiance qui prouve que l'école existe. Et on va lui permettre, on va lui donner l'autorité et la légitimité d'aller reconnaître de la compétence. La différence, c'est qu'aujourd'hui, si Prosoon disparaît, mais que ces transactions ont lieu, elles seront encore accessibles. Moi, je prends l'exemple du rectorat parce que j'avais perdu mon baccalauréat scientifique. Quand j'ai essayé d'appeler le rectorat pour récupérer mon diplôme, alors mon école n'avait plus rien. Le rectorat, des archives, du stockage, a pu savoir quoi en faire. Donc, ils ont mis énormément de temps. Et moi, ça a été un vrai problème, un vrai manque d'agilité dans ma reconversion. Ils ont mis énormément de temps à retrouver cette donnée. Donc, le but, c'est de faire gagner en agilité. Et une fois que Prosoon a reconnu une école comme réelle, que ce soit Prosoon ou un autre acteur d'ailleurs, hein, une fois qu'on est trust issuer, donc un émetteur de confiance, finalement derrière, c'est des transactions de pair à pair entre l'école et l'étudiant. Prosoon sort complètement de ce jeu-là, c'est-à-dire que Prosoon n'aura aucune information liée aux données personnelles, que ce soit le staff de l'école qui interagit avec la plateforme ou que ce soit l'étudiant qui obtient ses diplômes. Ensuite, sur le fait de conserver ces clés privées, ça, oui, effectivement, c'est une difficulté. Alors, il y a des solutions qui nous permettent à nous
d'encrypter ces clés privées pour ne pas y avoir accès et ne pas pouvoir les utiliser, et d'avoir des systèmes de révocation. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vous retransmettre votre clé privée, mais on va pouvoir vous transmettre une nouvelle clé privée qui vous permettra, qui sera de nouveau associée à votre identifiant décentralisé. C'est ça un peu la limite de la blockchain, c'est que la donnée, on ne peut pas l'effacer. C'est immuable, c'est voilà, c'est gravé dans le marbre. Par contre, on peut mettre des surcouches qui vont remplacer vos anciennes informations, vos anciennes clés, pardon. Et du coup, vous pourrez avoir une nouvelle clé qui vous permettra d'avoir accès à vos données. Ça, c'est vraiment mon responsable technique qui travaillait avant dans la propriété intellectuelle pour la blockchain, sur la blockchain, qui avait déjà ces problématiques, rencontré ces problématiques-là, et donc qui avait tout un développement cryptographique autour de l'encryption de clés dans des espaces de stockage décentralisés comme IPFS, et qui permet justement de révoquer une clé et de renouveler une clé et de la rattacher à une clé publique. Voilà, mais ça, c'est vraiment des techniques cryptographiques qui sont assez poussées. Super, merci Hugo. Je vais maintenant passer à la remarque de Paul, qui me parle évidemment de l'impossibilité de se passer d'un tiers de confiance. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans la présentation en parlant de la notion d'interface. Et je répondrai en 2 points avant de laisser la parole à Hugo. Le premier étant que, même en dehors de la blockchain, à mon sens, il est toujours des moments où nous sommes obligés de faire confiance à une institution. Par exemple, on peut le voir en matière dans le domaine public, par exemple, les mairies qui traitent les données personnelles des personnes, heu, c'est un peu une obligation de leur faire confiance. Et je pense que même s'il y a des raisons existantes qui pourraient nous rendre parano sur ces questions, il faut essayer de ne pas trop tomber dans le vice non plus. Et le deuxième point, ce sera une question que je vais t'adresser pour compléter un petit peu celle de Paul Hugo. Est-ce que demain, peut-être, Prosoon pourrait glisser de l'interface peut-être vers euh, quelque part en même temps que toute cette activité de certification, devenir déjà l'étape de lecture de la blockchain? Est-ce qu'on pourrait rapprocher le service final en termes de X et cette interface de la lecture initiale de la blockchain? Alors nous, on n'a pas ambition de devenir, d'aller sur du protocolaire, clairement. Par contre, de travailler avec ces acteurs, on est en relation avec beaucoup de communautés, justement pour améliorer l'UX de ces fameux explorers blockchain. Ça, c'est tout à fait envisageable. Euh, Aujourd'hui, on est surtout une solution qui facilite l'émission de données certifiées. Je rejoins ce que Monsieur Gabriel disait, c'est que si demain une école a les ressources en interne pour développer des solutions de certification, il faut qu'elle y aille. Il faut qu'elle les développe. Mais la plupart des écoles, ben voilà, ils ont des services qui sont déjà bien chargés, et ils n'ont pas prétention à développer ce type de système informatique. Donc, ils vont passer par des applications qui vont faciliter l'émission de certification. Là où je rebondis aussi sur ce que tu disais, Pierre, c'est qu'aujourd'hui, Prosoon n'a pas non plus ambition à devenir une application pour certifier n'importe quel type de document à valeur probante. Nous, on a beaucoup de confrères qui finalement permettent la dématérialisation du diplôme avec la blockchain, mais qui derrière vont permettre également de dématérialiser des actes notariaux, des cartes grises, des données de santé, etc. Nous, on a vraiment envie de devenir spécialiste dans la reconnaissance de la compétence. On a envie de s'inscrire vraiment avec un leadership dans cette niche-là, qui est comment on valorise la compétence, comment on la reconnaît, comment on la partage, comment on la vérifie. Donc en développant des fonctionnalités complémentaires à tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'interface de l'étudiant, je vous l'ai présenté, c'est l'accès à ses certifications, à un CV, et demain, ce sera des opportunités professionnelles avec lesquelles je pourrai interagir en toute simplicité, en toute confiance. Mais on a aussi envie de développer un portail vers des ressources éducatives libres pour qu'un étudiant puisse avoir accès à de l'open éducation, à des ressources éducatives gratuites pour aller chercher de nouvelles compétences et finalement construire son projet professionnel comme ça. Donc nous, on a vraiment envie d'être une application utile au triptyque établissement de formation, étudiants et actifs, et recruteurs et entreprises. Voilà, donc on veut se spécialiser là-dedans, et il y a déjà énormément de choses à faire là-dedans. Voilà. Donc, certifier des œuvres d'art, tout ça, c'est un vrai cas d'usage, mais c'est pas dans notre vision, c'est pas dans notre ADN du tout, quoi.
Super, merci Hugo. Et dernière peut-être précision sur ce point, si on veut sortir du cadre de la blockchain, souvenez-vous tout à l'heure quand je parlais de la notion de garantie que peuvent apporter les preuves en droit civil français, la preuve parfaite versus la preuve imparfaite. Finalement, quand on a une preuve parfaite, et je mets des guillemets évidemment, via un acte d'huissier par exemple, qui sont des individus assermentés, dont c'est la profession de certifier des choses, si on part dans ces considérations, on peut aussi remettre en doute, pardon, la validité de ces actes d'huissier. Et c'est difficile d'avancer dans ce contexte sans un minimum de confiance. Je pense que la confiance totale, de toute façon, ne pourra jamais exister, l'être humain étant ce qu'il est, il faut bien le dire. Et donc voilà, mais soyons vigilants, mais ne tombons pas dans la parano. Je pense qu'il nous reste quelques instants pour prendre une dernière question, Hugo, dans le Alors, chat, laquelle. je vais essayer de faire une réponse à plusieurs questions en même temps parce que j'ai vu des Ok. questions qui m'intéressaient beaucoup. Donc déjà, effectivement, sur ce côté interopérabilité, nous, on n'a pas, alors pour l'instant, en tout cas, il faut jamais dire jamais, on n'a pas de besoin d'utility token. Donc je ne veux pas rentrer dans la création d'un token uniquement pour faire de la levée de fonds en crypto-monnaie. C'est aussi un positionnement éthique, c'est de dire, voilà, c'est pas très loyal de créer un token qui n'a pas d'utilité juste pour récupérer des fonds d'investisseurs qui auront cette crypto qui pourra soit grandir, soit diminuer et qui pourra perdre de l'argent même si Prosoon se développe. Enfin, je trouve ça pas très loyal. Donc, pour l'instant, on n'a pas matière à créer un token. Par contre, on interagit avec différentes infrastructures. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Il y a des infrastructures justement comme Solana qui sont compatibles EVM sur lesquelles on va pouvoir émettre. On va pouvoir émettre sur Tezos, sur Polygon, sur différents réseaux, Ethereum, etc. Et non, on n'a pas vocation à créer un token. Sur la partie blockchain privée, moi, je vous rejoins. C'est vrai que je travaille et je rencontre beaucoup de maximalistes, de puristes pour qui des blockchains privées ne sont finalement pas des blockchains. Et il y a aussi derrière ces blockchains privées qui sont limitées en nombre d'administrateurs, tout l'argumentaire lié à l'écologie. Euh, et là, récemment, j'ai vu paraître pas mal de rapports sur finalement l'impact écologique du Bitcoin comparé à l'impact écologique du système monétaire actuel. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir comparer les choses. Sur le cas des diplômes, il y a une étude de l'Université de Lille qui est super intéressante, qui a comparé l'impact énergétique de photocopier son diplôme et de l'envoyer par mail par rapport à la vérification d'un credential sur la blockchain. Et finalement, c'est beaucoup plus vert de vérifier un credential sur la blockchain que de passer par l'étape photocopie, scan et envoi du diplôme par email. Voilà, même sans prendre en considération toute la production du papier, du parchemin, etc., du stockage, du transport et tout ça. Donc, il y a vraiment il y a vraiment des valeurs aussi écologiques qui sont derrière ces solutions numériques. Et Super. merci pour les prospects. Je vais noter Mercury International. Super, bah écoute, on touche à la fin du temps alloué à ce webinaire. Merci encore Hugo pour ta participation et on te souhaite évidemment beaucoup de réussite dans le projet ProSoon qu'on suivra sur la revue numérique avec grande Merci. attention. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer à nouveau Avec ensemble plaisir. sur ce type de thématique. J'en profite une dernière fois pour vous dire d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux à la fois de ProSoon et de la robe numérique. Vous trouverez, si ces questions vous intéressent, des contenus tout à fait à votre goût. Et demain, sur le blog de la robe numérique, un article sur les NFT où vous verrez que la preuve est également une question centrale. On J'ai vous vu souhaite à pas mal tous. de Ouais, questions, pardon, je te coupe Pierre, j'ai vu pas mal de pas de questions souci. sur l'accès à ces études, etc. Alors surtout, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me contacter par mail et puis je vous enverrai un maximum de ressources et de documentation au sujet de l'impact écologique de la blockchain ou alors tout simplement pour vous proposer une démo de notre solution, que vous soyez établissement de formation ou recruteur. Voilà, nous, on est très favorable à de nouveaux bêta-testeurs, de nouvelles synergies, donc n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous. Super. Eh ben, merci beaucoup, Hugo. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Euh, on se retrouve sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous suivre pour vous tenir au jus de la chaude actualité du numérique. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir.